And we're back. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Mathieu. Salut à tous, ça fait bizarre d'être avec Ouais. de nouveau en live. Donc, bonjour à tous, avec plaisir de vous revoir après cette longue période d'absence. Exactement, longue pause. Longue pause et donc on est de retour avec vous pour discuter justement de toute cette actu fight qui s'est passée ces derniers temps. Alors même pas tu justifies l'absence, notre absence. Bah écoute, ça a été 50-50 je crois. 50? Pourquoi 50-50? Bah moi au Japon, toi Hexagone, donc... Ah oui, moi Hexagone. Oui, je pense que voilà, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Non, c'est vrai qu'on avait tous les deux en ce moment pas mal d'obligations, entre Gabriel qui avait, lui, son séjour au Japon, moi qui avais l'obligation de présenter sur les 2 derniers événements Hexagone. Forcément, un peu compliqué derrière de faire des streams. Surtout que le dernier Hexagone, c'était un dimanche, donc voilà. Qui dit Hexagone le dimanche, stream le dimanche, dit un des deux impossible. D'ailleurs, c'est assez rare que ça tombe un dimanche à Hexagone. Normalement, c'est samedi ou vendredi, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il me semble qu'il y avait d'autres shows qui étaient le samedi, et que c'était dans la prolongation de l'événement MMA. Il y avait un événement MMA, il me semble, le vendredi, pardon, un autre événement MMA le samedi, et c'était vraiment dans l'idée, dans l'optique, j'avais discuté un peu avec Jérôme, de faire en fait, de terminer en gros la semaine MMA un dimanche, tu vois, avec le combat direct. Je me disais pareil, c'est un peu bizarre, et en fait, oui, quand t'es fan de MMA, t'imagines, t'as un événement le vendredi, un événement le samedi, et un événement le dimanche, pas trop. Alors, je regarde le chat. Il y a MGNO qui dit le son est pas au fondeur. Tetsuo, le vlog sur la JTT était top. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, non, mais c'était même pas la peine que je te pose la question, j'en étais sûr. C'est pas grave, voilà, donc en fait, c'est en Somalie. J'aime bien ce format. J'aime bien ce format découvert, de voir à quoi ça ressemble. Ton nouvel iPhone, justement, tu pourras filmer record de... iPhone 15 Pro Max. Voilà, encore mieux, nickel mec. Voilà, tu pourras filmer les gyms où tu vas pour nous faire découvrir juste. Après, j'ai pas non plus le même œil du vidéaste que toi. Hein. Moi, je suis pas dans la création de contenu. C'est pas terrible. Juste pour ceux qui disaient que le son n'était pas bon, j'ai réglé le son de mon micro. Dites-moi si ça va mieux. Normalement, on devrait avoir un son plutôt équilibré, Gabriel et moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Si t'as un son trop fort et que moi, c'est trop bas, les mecs... Oui, là, j'ai pris mon billet. Ça m'a fait très mal au fessier. Mais ouais, on part au Brésil. Là. Et donc, de quelle date à quelle date? On part du 9 juillet, Il est sur quelle date? C'est le 28 août. En fait, on fait toute la préparation au Brésil, du coup, donc on part le 9 juillet et on reste jusqu'au 28, où il y aura mon combat jusqu'au 29, pardon, avec mon combat le 28. La Fight Week, donc pour la Fight Week, voilà, t'es là-bas, voilà, pour la perte de poids, etc. Voilà, et ensuite rapatrié en France depuis Las Vegas. Rapatrié, ça fait bizarre comme terme, c'est... Je vais revenir endormi dans l'avion. Non, donc là, on a déjà de 1, c'est qu'on manquait un petit peu de moyens humains à Vitry, c'est les grandes vacances, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'entraînent, en tout cas à très haut niveau. Du coup, c'est compliqué de trouver des sparring. Benoît est plus là, il est dans le sud. Romain, il n'est pas forcément préparé à la salle, il n'y a pas énormément de monde, donc là, on fait avec les moyens du bord. Mais c'est qu'au Brésil, on aura largement de quoi faire. Et puis des gars de ton gabarit aussi. Au Brésil, il y aura un peu plus sûrement. Il y aura des mecs chargés, il y aura tout ce qu'il faut. Comment dire, il y aura tout ce qu'il faut, il y aura des mecs de haut niveau, donc voilà, c'est une très bonne opportunité. Et c'est là on voit encore une fois réduire l'impact négatif du décalage horaire, un petit peu. C'est une très bonne idée. Plus l'avion est moins loin de Rio que de Paris, donc voilà, que du positif. C'est cool tout ça. Et du coup, est-ce que tu sais le cheminement? Vous allez bouger de gym en gym ou alors vous allez rester principalement sur un gym? J'en ai absolument aucune idée. Hein. Je sais pas encore comment ça va se passer. Moi, j'ai juste que suivre Daniel. En fait, j'ai rien préparé. J'ai juste suivi le coach. J'attends juste qu'on soit là-bas pour envoyer la sauce, quoi. Mais j'ai rien fait du tout. Je me laisse porter. Hein. Ça sera la surprise du chef de Daniel. Exactement. Et je suis descendu et là, à un moment, je me suis pesé. J'étais à 92 kg 300, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai dit, oh là, ouais. J'ai dit, alarme, il faut que tu remanges un petit peu. Et ça tombe bien, puisqu'au moment où j'ai dit ça, j'ai reçu un gros paquet de cookies. Ça fait longtemps qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit, écoute, je vais t'envoyer un paquet de cookies protéinés, tu me diras ce que ça donne. Et là, j'ai reçu maintenant, au moment justement où j'étais trop léger, j'ai reçu le paquet, j'ai fait, ça, c'est un don de Dieu, ça. Ça m'a dit, défonce les cookies. Et ils sont excellents. Ils sont excellents. C'est les cookies de Lola, je sais pas si tu connais, je pense qu'ils envoient beaucoup de combattants. Excellent. Je connais pas. Après, je vais m'endormir en plein live. Non, donc j'étais un petit peu léger. Et voilà, là je commence à remonter au poids normal et je sentais que j'étais trop léger parce que j'avais pas d'appétit. À l'entraînement, j'étais vite fatigué. J'avais souvent un petit peu, comment ça s'appelle, pas des nausées, mais des nausées et des battements de cœur vite, tu vois. La tachycardie un peu, Je m'entraînais beaucoup et en fait, je mangeais pas assez. Je dormais super mal. Pendant pas mal de temps, j'ai dormi super mal.
Du coup, voilà, là, je mange un peu mieux et ça va. Je mange un peu plus et ça va beaucoup mieux directement. On est un autre homme quand on mange bien. Exactement. Alors, Squeezie qui dit s'il manque du monde, invoque Virgil Hogan pour se parer. Bah, on y avait pensé justement avec Daniel, je l'ai discuté. J'ai su qu'il y avait Ilan Boafia qui allait aller avec Virgil s'entraîner à Nice. Donc, faut jouer avec Daniel, pourquoi pas. Si on peut potentiellement se déplacer là-bas, faut aussi jouer avec Aldric si c'est possible. En tout cas, ça pourrait être une idée intéressante. Pour moi, ils font partie des deux meilleurs 84 français. Hein. Ilan, il n'est pas forcément aussi connu que Virgile, mais il a un potentiel monstrueux. Les gens le connaissent pas trop encore, mais je suis sûr qu'il va péter dans pas longtemps. C'est même dommage qu'il n'ait pas déjà pété. Et ensuite, il y a. Ilian, il combat l'Ares. C'est ça, à l'Ares, Ouais. mais là, non, il va combattre à l'Hexagone dans ma catégorie en 84 kilos. Ok. Et ouais, donc il va vouloir rapidement accéder à l'Aïd, je pense. Accéder au champion. Et il y a aussi, du coup, Virgile qui, lui, est bien plus connu vu qu'il est champion de l'Ares. Et qui a aussi, lui, qui est promis aussi à un très très bon niveau. Un style complètement différent, celui d'Ilian, mais qui est tout aussi prometteur. D'ailleurs, il y a des pourparlers comme quoi Virgile et Axel Sola, donc son partenaire d'entraînement, pourraient potentiellement être sur la carte de l'UFC Paris. Moi, ça m'étonnerait pas. Ils ont tous les deux le niveau, en fait. Axel, je sais plus comment il est, Axel. Invaincu, ceinture de l'Ares. Bah, les deux, en fait, sur le profil. Alors, Axel Sola a 7-0, ceinture de l'Ares, et Virgile, il a 7-0, ceinture de l'Ares. Incroyable. Et Axel, il a un parcours amateur aussi qui était énorme, parce qu'il avait été classé premier à l'IMAF, je ne sais plus sur quelle année, mais voilà, très très gros parcours amateur. En plus de ça, c'était en 2019, et en plus de ça, il me semble, ou bien avant, et en plus de ça, non, c'était en 2019, pardon, et en plus de ça, il a... Vas-y, redis en plus de ça. En plus de ça, du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Tu perdu ma phrase. Merci. Donc, voilà. Et en plus de ça, il est passé par une relation vraiment, on va dire, intermédiaire, mais très très haut niveau intermédiaire, en la personne du Brave. Je pense que tu connais, c'est une grosse orga. Ouais. Voilà, quand tu sais que quand t'as tapé tout le monde au Brave, tu sais que voilà, t'es prêt pour le très très haut niveau. Alors Squeezie nous dit Younusov pourrait y être aussi. Tu parles de Tourpal ou d'Aboubacar? Je pense que c'est Aboubacar. Parce qu'Aboubacar il a vaincu. Tourpal il a perdu sur son dernier combat, je pense. Bah c'est contre Axel, non? C'est ça, et je pense que l'UFC ne prenne pas de combattants sur une défaite. À confirmer, je me trompe peut-être. Mais c'est pas forcément des. Après, sur un short notice, hop, un mec qui se blesse. Ouais, mais je pense que c'est rare d'avoir l'UFC. Tu vois, t'as tellement de demandes, je pense pas qu'il prendrait un combattant qui soit sur une défaite. Alors qu'Aboubacar, c'est déjà, voilà, il est également champion, 4 victoires d'affilée, un vaincu en amateur, un vaincu en professionnel. Le profil est parfait, tu vois. Le profil de Tourpal est super intelligent. Mais c'est que le fait d'avoir perdu à son dernier combat, bah déjà, ça a donné la priorité à Axel, qui est dans la même catégorie. Puis voilà, hein, comme je t'ai dit, l'UFC, ils aiment pas les défaites. Si tu finis par une défaite, en général, ils vont pas te remarquer tout de suite. Ouais. Je me trompe peut-être, hein, mais dans mes souvenirs, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est rare d'avoir un mec qui rentre sur une défaite à l'UFC. Alors, ce soir, donc, nous avons un petit menu, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Le menu est très chargé, hein. J'espère que vous n'avez pas mangé ce midi. Alors déjà, bien sûr, on va parler de l'Hexagone. Donc l'Hexagone qui a eu hier, plus celui de la semaine dernière avec Greg. Exactement. On va parler aussi donc des performances de Taylor et de Nassourdine qui a eu l'UFC cette nuit. On va faire un petit tour aussi du côté du Japon par rapport au Rising, parce qu'il y a eu des nouvelles quand même bien intéressantes. Et peut-être que... Ah oui, on parlera aussi... Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Le mec, on parle du Japon, il a de l'urticaire. C'est un truc de dingue. C'est pas possible. Tu sais que quand tu sors des frontières françaises, ou même quand tu sors de l'UFC, il y a aussi du MMA à l'international. J'ai vu... Donc, bon, aussi, on va parler forcément de Saladin qui a re-signé au KSW. Voilà, parce que la news, elle est tombée. J'ai vu aussi des pourparlers de Benoît contre Fiziev pour l'UFC Paris. J'ai vu passer ça aussi. Ouais, j'ai vu cette news. Puis si on a le temps encore un petit peu, aborder le gros micmac de Chandler McGregor. Ah, j'ai pas suivi, j'ai arrêté. C'est bon. En fait, moi j'ai arrêté quand j'ai vu la vidéo. Il était en soirée avec sa femme et qu'il était en train de poser la tête de sa femme. Oui, c'était très. J'ai dit bon. C'est bon, il va pas faire le combat. Il va pas faire le combat, ou bien il va le faire dans un sale état. Et à côté de ça, j'ai vu Chandler qui était ultra discipliné, ultra motivé. J'ai fait, ok, bon, c'est bon, terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Alors, je sais pas si je vais lui donner un peu d'importance ou pas, mais
tu vois, il y a un pseudo Beauty Place là. Il s'appelle comment le japonais à côté? Écoute, je te vois commenter. Je te vois commenter chaque vidéo de Karaté Bushido où tu trash talk ma tronche. Alors, on en est à un niveau, je me demande si c'est pas personnel ou pas, tu vois. Donc peut-être qu'on se connaît dans la vraie vie. Si on se connaît dans la vraie vie, écoute, viens me voir, on en parle, on parle de tes soucis, tout ça, mais mec, arrête quoi. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Il t'insulte sur tous les trucs. Ah ouais, non, mais on en est rendu à un niveau, tu sais, je me dis, c'est impossible d'avoir une hate comme ça pour un mec que tu connais pas, tu vois, il doit forcément me connaître dans la vraie vie. Sinon, je comprends pas, tu sais. On est sur des lourds troubles psychos, je sais pas, sinon. Enfin, bref, voilà. Peut-être que peut-être que c'est, je sais pas, un admirateur secret. Je sais pas, c'est très bizarre, très étrange. Mais bon, on s'en cogne. Alors, du coup, Hexagone. Gabriel, tu apprécies pas. Moi, j'apprécie tes blagues. La blague sur Duclos et sur des carcasses, ça m'a fait rigoler un petit peu. C'est là que tu vois que je suis un gamin, quand même. Je t'en veux pas, t'inquiète. Alors, donc Hexagone. Est-ce qu'on parle de celui de Greg en premier ou alors celui qui a eu ce week-end en premier? Non, celui de Greg en premier, vu que c'était il y a 2 semaines. Je pense que c'est le sujet le plus ancien. C'est un bon Hexagone. Tu as été? Ah non, j'étais pas là, j'étais pas en France. C'est pas professionnel tout ça. Je n'étais point en France. C'était au Zénith. C'était au Zénith de Paris, exactement. Au Zénith de Paris. J'étais au premier rang pour cet événement. Au premier rang. J'ai tout vu de très très près. T'as une place VIP? Bien sûr. Le beau gosse. Bien sûr. Alors du coup, ce show déjà en général, comment c'était par rapport aux autres shows, etc. Comment tu l'as trouvé? Franchement, ça évolue dans une très très bonne direction, Hexagone. Je l'avais toujours dit, hein, il y avait des grosses qualités à l'organisation, il y avait aussi des défauts qui étaient assez importants. Et les qualités étant le professionnalisme déjà, tu vois l'environnement, tu vois que tout est bien fait. Au début, il y avait le temps de se faire et tout ça, mais là je vois la communication est bien faite, tu vois, les graphismes sont bien faits, la diffusion est bien faite, les jeux de lumière sont bien faits, la cage est bien faite, bref, tout est, esthétiquement parlant, tout est bien, l'organisation, tout est nickel. Le seul truc qui pêchait un petit peu, c'était le matchmaking, dans le sens où ça manquait un peu de tête. On manquait un petit peu de combattants connus. Est-ce que c'était équilibré sur le papier, le matchmaking, par contre? Ouais. Par contre, oui, en termes d'équilibre, oui, j'ai trouvé que c'était équilibré. Tous les combats que j'ai vus, c'était pas des combats ultra domination totale. Si, il y a quelques combats où forcément ça se finissait vite, notamment celui de Greg. Mais c'était plutôt équilibré, je trouve. Le matchmaking est maintenant bien fait. Et surtout, aujourd'hui, c'est un matchmaking qui a plus de sens. Tu vois des noms qui sont intéressants. Tu vois justement Magomed, Kadi Magomedov, qui est à la base de affronter Wilson Varela. Tu vois Bourama qui est là. Tu vois Nicolas, ça fait longtemps qu'il est là aussi. Ouais. Tu vois Ali qui avait combattu à l'YFC. Tu vois des mecs qui commencent à avoir un nom. Ali qui s'était fait connaître en combattant Paul. Tu commences à avoir des noms et une logique un peu plus dans le matchmaking. Et pareil, la semaine dernière, c'était intéressant aussi. Hier, c'était intéressant aussi, vu qu'il y avait des noms qui étaient pas mal non plus. Il y a Souzy qui demande si c'était celui avec Tona. Tona, c'était celui même encore d'avant Paris. C'était c'était à Reims, c'est ça, contre Anthony Dizzy. Ouais. Anthony Dizzy, c'est ça, exactement. Ouais, ça a fait back-to-back, 3 hexagones à la suite sur 3 week-ends différents. Je peux vous dire que le staff, il est fatigué. Là. 3 événements à la suite, ça fatigue. Ça picote. Salut Evermine, salut Mohamed. Bienvenue sur le chat, bienvenue avec nous. Alors, donc du coup... Tu vois, j'ai été spectateur justement des 2 avant-derniers. Et juste en tant que spectateur, ça m'a un peu claqué, tu vois. Alors imagine si tu dois organiser tout ça. Waouh. C'est que c'est long les shows, hein. C'est long, que tu restes du début jusqu'à la fin, etc. Que après, je sais pas, tu as des rencontres à faire, des mains à serrer, des discussions, des contacts à faire, etc. Exactement, c'est ça, c'est ton compteur social, à la fin ta jauge sociale. Moi je l'ai terminé, sur ces mots-là. J'ai plus envie de parler à personne, donc je ne répondrai pas au chat. D'ailleurs, Gadget-san, merci pour l'abonnement, tu gères. Hein? T'avais pas vu passer, Gadget-san s'est abonné avec Prime, c'est le 3e mois d'abonnement, donc 2 mois pour cette équipe. Merci Gadget. Merci beaucoup. Toujours fidèle au poste. Alors, ce combat de Greg. Aussi. Attends, Ce combat de Greg contre, j'ai perdu son nom, je ne me rappelle plus de son nom. Oh, t'abuses. Alors, tu sais, je vois tes yeux, tu es en train de chercher là sur un Tapology ou un truc comme ça parce que tu l'as perdu aussi. Oui, le nom d'Antonio Zovac quand même. Le Serbe Antonio Zovac. Non, moi je l'appelle le Serbe. C'est vrai. Alors Antonio donc qui était à 11-8, combattant actif, plus jeune que Greg qui était à 28 ou 29 ans je crois. C'est ça, 29
Alors on avait fait une petite vidéo de présentation voilà, sur son profil. Bon bah c'était un mec qui était quand même assez wild, hein, qui aimait la bagarre, assez explosif, des bons high kicks aussi, qui partaient assez vite. Pas forcément de gros sols de ce qu'on voyait, pas de grosses positions, pas une lutte non plus incroyable. Enfin vraiment je dirais dans j'explose et je bagarre quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, on voit hein, sur ses 11 victoires, il y avait 9 KO. Donc voilà, à chaque fois, il finit ses adversaires. Sa seule solution, c'est un petit peu de se bagarrer, d'espérer sécher le mec sur une bonne patate. Donc ça reste un adversaire qui est comme dangereux. Quand tu compares aux deux précédents adversaires de Grégory, voilà, ils n'étaient pas vraiment dangereux. Lui, il avait quand même un danger. Il pouvait comme te sécher, il pouvait quand même... en fait, il pouvait juste être dangereux, il pouvait quand même retourner le combat. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des grosses lacunes au sol, des grosses lacunes en lutte, ce que Greg a facilement exploité. Et là, c'est vrai que par contre, tu vois, en termes de niveau pur de sol et de lutte, Greg était largement dessus. Il était vraiment dessus, il y avait un énorme avantage. Donc il avait toujours cette porte de sortie où il pouvait amener le mec au sol et le terminer. Mais debout, s'il s'envoyait en anglaise, voilà, ça aurait fait un combat, je pense, assez équilibré. Avec, bien sûr, un Greg plus technique, plus propre, mais avec un Antonio qui était beaucoup plus agressif, beaucoup plus explosif, beaucoup plus jeune, beaucoup plus frais en général. Donc il a rushé sur Greg. Il y a une espèce de, je sais pas, un peu contre ou de bagarre contre le grillage. Greg a essayé de positionner justement, je crois qu'il y avait double under en fin d'arrière, il l'a emmené au sol. Position crucifix, il a envoyé des frappes et arrêt de l'arbitre. Enfin, ouais, ça, c'est de ce que je me rappelle. C'est peut-être un petit peu différent, ça, mais... Il est tombé comme un petit écolier, et après, une fois... Ouais, c'est ça. Pas forcément de tentative de défense, de renversement... C'était vraiment un niveau différent. C'était un univers différent entre Greg et entre Antonio. Voilà, c'était plié d'avance. Et au premier rang, c'était impressionnant. On voyait vraiment les coups de Greg qui s'envoyaient. Et je me disais, mais en fait, il est en train de... C'est un bûcheron en train de couper là. Le mec, tu voyais sa tête qui s'enfonçait à chaque fois. Non, c'était plutôt impressionnant. J'ai réussi à conserver une petite vidéo de ça. Pas mal du tout. Oh, Hikaru nous a rejoint. Ah, salut Hikaru. Voilà. Ça fait longtemps. Alors, Sweezy, respect à Hexagone, mais perso, j'ai du mal avec la gestion des cartes de cet orga. C'est trop abstrait. Je regarde que quand il y a des noms. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été souvent reproché à Hexagone, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle donc du storytelling, ou alors quelque chose qui tient la route, même en termes de ranking, etc. C'était un peu, on jette des noms comme ça, et sans plus de cohérence que ça, en fait. Même pour mon combat. Et du coup... Non, c'est vrai que c'est un reproche qui a été fait beaucoup Hexagone. On commence à avoir une évolution, mais il faut savoir, tout ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Je pense qu'il va falloir patienter encore quelques événements avant d'avoir vraiment un matchmaking qui soit nickel, où justement le matchmaker saura combler l'attente des gens justement qui veulent des noms comme ça. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment, je dirais, le seul point noir qu'on peut souligner de Hexagone. Parce que sur le reste, la production... le relationnel, je veux dire, avec le public, les fans et compagnie, l'expérience en elle-même, l'ambiance de la salle, c'est nickel. C'est nickel. Alors toi, si tu te marres, c'est parce que t'as lu un truc chelou, non? Non, même pas. Non. J'étais en train de penser à une blague, mais c'est pourri. Alors, X-Street, salut, ça va? C'est possible de défendre le crucifix? Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Avec le satanisme. Oh, putain. Ouais, c'est chaud. Je suis très fatigué. Et du coup, bah alors, il y a eu attends, si je me rappelle bien, il y a eu un call-out par rapport à Ibra, non? À la fin. Ou c'était avant? Il me semble que oui. Juste pour revenir au crucifix, si vous voulez défendre un crucifix, il faut juste que vous essayez de ramener un peu l'adversaire au niveau de votre hanche, au niveau de votre ventre, et ensuite faire un gros bridge. Mais il faut pas laisser l'adversaire super haut comme ça. Bridge, c'est ponté. Ouais. Non, mais vous tapez sur YouTube, vous tapez crucifix défense, vous allez trouver. Hein. Et alors voilà, il y a eu le call-out de Greg, mais alors, pour le prochain combat de Greg, il y a quelque chose d'encore plus surprenant. D'ailleurs, est-ce que ça dit qu'on en parle là quand même? C'est que Sweezy a dit c'était mieux l'époque quand Mathieu voulait montrer ses pieds. Et en parlant de ça, regardez. Non, mais je sais plus, il n'y avait pas une époque où je voulais montrer non, je sais plus pourquoi. Parce que tu avais l'IEP qui était en train de moisir là, parce que tu avais une infection ou je sais plus quoi là. C'est ça. Oui, donc Greg, eh bien, il part sur une autre échéance dont personne s'attendait en fait. J'avoue, oh là là. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi
je comprends pas en fait. Alors, il y a donc un influenceur qui s'appelle Rebeudeter. C'est quoi sur Twitter, je crois, ou quelque chose comme ça, ou alors sur Instagram, je sais pas. Je connais pas non plus. Enfin, j'ai déjà vu le Blaze passer, mais je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il pratique justement des sports de combat. Je connais rien du tout. Et il a été annoncé en tant que main event contre Greg en combat de boxe anglaise pour la fin de l'année. Et ça sera pas un match d'exhibition, ça sera en règle professionnelle. Mais écoute, apparemment, il boxe un petit peu, hein, parce que là, du coup, je suis en train de regarder son Instagram, et Ouais. là, il est à la salle, enfin, il a sa dernière photo, il est à la salle de boxe, donc j'imagine qu'il s'entraîne un petit peu. Hein. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des vidéos, du contenu sur... Ah bah, il connaît, ok, voilà. Il y a Alors, Hikaru qui dit que c'est un protégé à Bilal Chkitou. là, je vois qu'il a publié des stories d'un mec que je connais, qui est un monstre de la boxe anglaise du nord de la France, avec qui je m'étais entraîné. Ah bah, je pense qu'il est bien entouré hein, pour son combat. Hein. C'est Gaëtan Ntambwe. Je connais pas. Tu connais pas? Forcément, il est pas japonais. Le mec me parle de quelqu'un de Lille, bon, certes, qui est Alors, il potentiellement est pas très de très Lille, fort. il est Hénin Beaumont, donc calme-toi. C'est pas pareil. Pas pareil. C'est que c'est un club, j'en parlais en plus, c'est marrant parce que j'ai envoyé un message cette semaine, enfin il m'a envoyé un message cette semaine et je discutais avec lui cette semaine. Est-ce que tu connais Mathieu Bonarlic? Oui, j'ai déjà Ça entendu va son quand même. parler. Ouais. Ça va quand même. T'as des mecs qui sont super forts dans le Nord, mais personne les connaît. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors, non, il s'entraîne avec Asloum, Chkitou, etc. pour l'event DTR. D'ailleurs, c'est quoi DTR? C'est l'événement de boxe anglaise, du coup? C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Attends, je regarde. DTR, l'événement de boxe de Rebeu DTR. Alors, c'est un gala de boxe réunissant 10 créateurs de contenu qui aura lieu le 7 décembre. Il y aura pas Thibaut dessus? InShape? Ah, ce serait marrant. Attends, je suis en train de regarder justement du coup leur site. Alors, il y aura Thibaut. Alors, il y aura Rebeu DTR contre Greg MMA. Ouais. Alors, lui, c'est qui lui? J'ai aucune idée de qui sont ces gens. Vas-y, dis les blazes. Ah, c'est bon, il y a les noms. Il y a Show H1. Il y a Katsup. Le Bouzeux. Ça dit quelque chose, ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Maftu. Mm. Ensuite, de l'autre côté, il y a Greg, du coup. Ouais. Il y a Braux. Il y a Dooms. Il y a Prime. Attends, Barao, t'as dit? Et Jill, si. Attends, il y a Braux. Avec un X? Non. C'est pas celui qui dit oh bien, oh je suis bien. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Lui, non Ouais, je crois justement. comment... Tu réfléchis pas comme tu parles en fait. Purée. Non, je regarde du coup là. Non, moi, c'est des gens que je connais pas. Ah, mais j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Je connais pas du tout. Je pense qu'on est devenu trop vieux. Brox, c'est le pote de Gotha. Gotaga? D'accord. Déjà, quand on t'appelle le pote de quelqu'un, c'est pas bon signe. Est-ce que j'ai déjà tourné avec Luc Rousseau? Non, j'ai jamais tourné avec Luc Moi, je me suis déjà Rousseau, entraîné avec Marius. Luc. Moi, je me suis déjà entraîné avec Luc. On s'est entraîné il y a pas longtemps ensemble en plus. C'est pas au Maccabi que vous aviez tourné? Si, au Maccabi, j'étais allé voir, Luc d'ailleurs, justement. J'étais allé voir Luc, Mm. puis il s'entraînait avec Greg. Je crois que c'était avant son combat. Très, 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 très haut niveau de sol. Wow, c'est un monstre. Luc C'est un des mecs, Doberman Rousseau. ouais, c'est un des mecs, je pense que c'est un des meilleurs mecs au sol en France, un des meilleurs niveaux français de sol, de grappling et tout ça, mais pas très connu. C'est souvent ça, hein, les mecs les plus forts, ne sont pas souvent les plus connus, comme je le disais avant. Très très gros niveau. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message, parce que j'aurais bien aimé m'aller m'entraîner avec lui d'ici peu avant de partir au Brésil. Là, j'aimerais bien tourner avec lui, tu vois. Donc Eh si ben jamais voilà, on a eh bien, l'occasion, donc, eh ben, on pourrait y aller tous les deux. je te propose un truc. On va tourner une semaine avec lui. Vas-y. Et voilà. Ok, bah tu vois, je devais partir à Nice. Bah, on va partir en fait à. Il est à côté de Toulouse. Voilà. En vrai, je vais Go, dans go. on est en train de discuter. Alors, je regarde les commentaires Eh, mais attends, concernant Rebeu cette... DTR, c'est pas celui qui s'était moqué d'une lettre d'une femme qui avait été, dont le mari avait été victime d'un truc, d'un attentat? Ah, j'en ai aucune idée. Je pourrais pas te Il me dire... semble il me semble que c'était lui qui s'était moqué en live d'une lettre justement d'une femme dont le mari était victime une des victimes d'un attentat. Il me semble que c'était ça. Bon, bah, si c'est le cas, alors je vais pas m'avancer parce que j'ai Non, aucune non idée, plus, hein, il mais... me semble que c'est ça. Attends. Alors,
Mohamed, erreur stratégique. Billy est trop jeune, même si Greg gagne, il n'y aura pas beaucoup de gloire, surtout Ah oui, c'est qu'après, ça. il C'est a ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a Gadget et Squeezie qui disent non, c'est pas lui. C'est pas lui? Attends. Je sais pas. Bah, c'est vrai que tu te poses la question, qu'est-ce que Greg a y gagné en fait sur ce fight? De la visibilité, il en a déjà énormément. Bah, je pense que ce soit vraiment en termes monétaires. Voilà. Le Zeyo. Le Zeyo, beaucoup d'oseille. Je sais pas, en termes de retransmission, il n'y a pas genre le diffuseur. Ça sera quoi? Je YouTube? sais, Ça sera. j'en ai aucune idée, mais je pense que juste passer sur les plateformes de streaming, ça va faire péter les scores déjà. Si tu mets plein d'influenceurs, après je sais pas sur quelle plateforme ils sont aussi les mecs, mais si c'est des influenceurs Twitch, tout ça déjà, le stream est blindé. Billy a aucune chance, on parle de Greg quand même. Alors j'ai aucune idée du niveau de Billy, mais même en termes de gabarit, C'est moi, c'est ce que je pensais. Voilà. je comprends pas en fait. C'est quoi? C'est open weight le fight ou Justement, j'ai vu les deux. Je l'ai vu justement Robé Déter à la, comment ça s'appelle, à la soirée. J'ai vu sa tête. Je crois que c'était lui. Je crois que j'avais dit bonjour. Il était à côté d'Ibra. Il me semble que c'était lui. Et si c'est lui, ouais, c'est pas les mêmes gabarits. Hein. Il me paraissait minuscule. Hein. Parce que Greg, il fait quasiment la centaine quand il est bien, alors que je sais pas combien il pèse. Ouais, c'est ça. 1m74 il fait. Ah oui. Greg, il fait quand même un petit Ouais, 90, je pense, non? ouais, il fait plus, il fait un 91 ou 92 je 90 à crois. 90. Ouais. Ça Ouais. aurait été beaucoup plus intéressant contre Thibaut. Bah tu vois Thibaut, je respecte quand même fort parce qu'il s'est investi pas mal justement dans la boxe et les vidéos qu'il a sorties, bah ça m'avait quand même surpris, tu vois. Ouais. Il charbonne, bonne progression, etc. Et il en veut, j'avais trouvé ça super cool. Non, franchement, il est très très déter, lui. Hein. Donc après le reste, même les autres que tu as cités, je sais pas si s'ils s'entraînent sérieusement, je sais pas s'il y a des backgrounds en termes de sport de combat, etc. Mais Je sais pas du tout. Mais pour revenir à Thibaut, c'est que ça fait très très plaisir de voir quelqu'un qui est à la base extérieur au monde du combat dedans, parce qu'en fait, le mec, il a percé avec sa chaîne YouTube, avec les réseaux en général, dans un milieu qui n'était pas du tout de la boxe, pas du tout un milieu martial. Je pense aujourd'hui, il est peut-être millionnaire, peut-être même plus. Et pourtant, il se dit, vas-y, tiens, je vais faire de la boxe, qui est un des sports où tu dois faire plein de sacrifices, où justement, t'es pas dans le confort et tout ça. Donc c'est vraiment admirable. C'est vraiment admirable de prendre ce chemin-là et de voir qu'il y met du cœur, c'est très plaisant. alors on nous dit que Thibaut a fait son premier combat il y a quelques jours. Je suis en Ok. train de regarder du coup là. Je crois qu'il a fait 3 combats. Sur la même journée? Bah, je sais pas, mais C'était un attends. tournoi? Je sais pas si c'était un interclub ou un truc comme ça. Tu vois. Ils vont On vraiment regarde la tous vidéo. tryhard pour l'event. Alors Show H1, il fait du MMA depuis quelques années. Ok. D'ailleurs, je voudrais votre avis, et puis même ton avis à toi, justement, Mhm. sur des galas, justement, on va dire, c'est pas spécialisé, mais pour influenceurs qui veulent se taper tout court, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh, c'est fun, hein. C'est fun. Pardon, ça dépend, j'appellerais pas ça de la. Si tu mets genre deux mecs qui savent pas se battre ensemble, j'appellerais pas ça de la boxe. Je dirais juste en fait bagarre d'influenceurs. Maintenant, ouais, c'est fun à mettre. Hein. Ou boxeur débutant, tu vois, mais. Parce que tu sais, tu as quand même beaucoup de personnes qui disent que ça ridiculise justement le sport de la boxe anglaise, que la boxe c'est pas un jeu, justement, on joue pas à la boxe. Euh, C'est pas un jeu, mais c'est un peu un jeu, c'est un peu un jeu quand même, tu vois. Oui, on joue pas à la boxe, mais ça reste. Alors, c'est vrai que si tu mets deux mecs qui ont pas forcément un gros background, c'est pas grave en soi, mais si tu mets un influenceur, parce qu'il est très connu contre vraiment un boxeur de très gros calibre, là, oui, c'est dangereux. Ça dépend si c'est bien ficelé. Hein. Regarde Mike Tyson contre Jake Paul, moi je trouve que c'est plutôt bien ficelé. Hein. Les deux ont des qualités, les deux ont des défauts, et au final ça fait un combat plutôt équilibré. Hein. Sur papier en tout cas, après on saura la réalité que le jour J. Hein. Alors, Shaw, c'est un monstre physiquement, ancien manutentionnaire, il fait presque 2 mètres. Mais les gars, je sais absolument pas qui sont ces gens-là. Tu parles de quoi là? C'est qui Shaw? Shaw H1. Ah, Shaw H1. Je sais pas qui c'est. Je connais pas du tout, je sais pas du tout. Shaw H1. Ah ouais, il a l'air grand. Shaw H1. Je regarde sa fiche. Il fait 1m87. Ok. Et
Attends, la fiche elle est descriptive, elle est un petit peu pourrie. Hein. Palois au grand cœur et gamer au grand skill, Shaowan, qui n'a pas fait de sport depuis très longtemps, s'est lancé le défi de se dépasser physiquement cette année. C'est pas vraiment Ok. le mec déter que tu viens de me décrire. Alors en même temps, les influenceurs sont meilleurs en MMA qu'aux échecs. Quoi. Et celui de Eddie Hall contre deux jumeaux d'1m70. Ah mais quel foutoir, c'était n'importe quoi. Ce powerbomb qu'il a mis et après l'autre a re-rushé, il l'a clippé avec un espèce de crochet mais pile à la pointe du menton. Ah, il a endormi direct. Moi j'ai bien aimé. Mais tu te rends compte, le mec il devait faire quoi? Allez, 80 kilos maximum et Eddie Hall, combien il est là? 100, 150? Un truc mais comme ça. 2 fois 80 kilos, ça fait 160 kilos. Mais la commotion de ouf qu'il a dû manger, ouais. Purée, par contre, la patate de monstrueuse qu'il a pris dans les chicots. Wow. Alors, regardons qui est Brooks. Je ne connais pas du tout. Je sais pas, je viens de taper sur Instagram, j'ai rien trouvé. Alors, c'est simple les gars, la boxe en France, ça stream pas. Donc ce genre d'event apportera à tous les sports de combat. L'event sera méga bien organisé et c'est l'U Arena quand même. Je sais pas c'est quoi l'U-Arena. Je ne sais pas non plus. Alors, on s'est quand même bien perdu, hein, parce qu'à la base on parlait de l'Hexagone MMA et on est parti, surtout qu'on a quand même beaucoup de sujets à parler. Ouais, ne nous en voulez pas, mais on va se recentrer sur le sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire l'Hexagone MMA et surtout sur le combat de... On était sur le combat de Greg en fait là. Ouais, sur le combat de Greg. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour du combat de Greg, on peut peut-être passer du coup au combat de cette semaine. D'hier. Donc l'Hexagone qui se tenait à Toulouse. Il y a plusieurs combats intéressants, mais le combat vraiment qui est intéressant, c'est le combat de Mickaël Ajarouge contre Leno Rodrigo. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être un Mickaël qui est en phase de devenir un combattant de plus français à l'UFC, en fait, tout simplement. Hein. On est sur quel palmarès pour Mickaël là? On est sur 11-3. On est sur 11-3 et on est sur 1, 2, 3, 4 victoires d'affilée. Donc, très gros palmarès. Mickaël qui évolue en 61 66. Je sais plus. Flyweight. Flyweight 57 kilos. 57 kilos? Il me semble que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, puisqu'il avait dit qu'il allait combattre en 57. Avec le physique de monstre qu'il a là. T'as vu? Et à chaque fois, tu sais, il y a un petit. Tu connais de mon club, il y a Ryan, un petit. Qui fait 57 kilos. Et je dis, Ryan, tu sais que quand tu vas combattre, tu vas taper comme des mecs comme ça. Je lui montre la photo de Mickaël, il fait oh. Oh non, ça pique. Non, il est énorme. Il est vraiment énorme, Mickaël. Mais c'est un fric, hein. C'est un fric. Il n'y a pas beaucoup de mecs comme lui. Je pense 157. Je pense qu'il est énorme. Ouais, parce que à aucun moment je pensais qu'il allait faire 57 kilos. C'est vraiment un monstre physique. Très très fort. Un gros monstre physique. Et du coup, voilà, une fois de plus, il a gagné son combat à la décision ce coup-ci. 4 victoires d'affilée. C'est sa première à l'Hexagone MMA. Il est sur 5 victoires d'affilée, pardon. Parce que c'est pas encore comptabilisé les résultats d'hier. Il est sur 5 victoires d'affilée. Il est donc à 12-3 à partir de maintenant. C'est sa première victoire à l'Hexagone et peut-être sa dernière, vu qu'on aura peut-être l'occasion de le voir à l'UFC Paris. Hein. J'avais entendu des ragots comme quoi l'UFC Paris serait intéressé par son profil. Je sais plus si c'était lui qui l'avait dit ou si c'était d'autres médias, mais intéressant. Alors. Intéressant. Hop, et à l'Hexagone, pardon, je peux pas voir s'il a gagné par KO ou pas. Il me semble que oui, c'est parce que j'ai mal vu justement Mais il s'est emparé aussi de la ceinture. La ceinture de Rocade des 57. Sur le combat d'hier, il a pris la ceinture. Et pardon, je me suis trompé, c'était pas une décision. La décision, c'est son dernier combat qui n'a pas été actualisé. Le combat d'hier n'a pas encore été actualisé, mais je crois qu'il a gagné par KO soumission, je sais plus. Il y avait aussi un amateur, un gros prospect français, un amateur, Owen Jason, qui faisait ses débuts professionnels à l'Hexagone. Je crois qu'il évoluait à 77 en amateur, donc là il a fait son premier combat à 70 kg chez les professionnels, qu'il a remporté. Okay. Je ne connais pas. Ah, il fait partie de la TFT, Tactical Fighting. Ah, je les connais. Ouais. C'est une bonne équipe sur Toulouse. D'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui en avait parlé en plus, en parlant de Mathieu Chaumont, qui a aussi gagné son combat, qui a également gagné son combat cette soirée, qui a fait une décision, il me semble. Mathieu qui était venu quelques jours à la maison, je crois, une fois. Et il a trop je sais pas pourquoi il a une tête, il me fait penser à un Géorgien. Il est pas du tout géorgien, il me fait penser à un Géorgien, je t'assure. En fait, il a une tête de tout sauf de français, mais je crois qu'il est 100% français, Mathieu. Déjà, Mathieu Chaumont, voilà, ça sonne bien franchouillard, hein, il va pas se mentir. Mathieu victoire par KO, ok, moi j'ai pas pu voir le combat malheureusement. Je pensais que c'était une décision. Et lui aussi une bête de physique. Hein.
Hier, il y avait du muscle dans la cage. Hein. Il y avait aussi la française Florani qui combattait pour la ceinture, mais qui malheureusement a perdu. Qui avait fait... attends, c'était au KSW, qui avait remporté son combat au KSW, justement. Ah oui, qu'on avait croisé, c'est ça, il me semble qu'on avait croisé justement lors de ce combat, c'est ça? Exactement, exactement. Que tu avais interviewé. Je t'avais laissé interviewer, c'est ça. Aussi. Donc encore une très belle soirée de l'Hexagone. Hein. D'ailleurs, leur prochain show, ce sera quand? Est-ce qu'il y a les dates? C'est Orange. C'est à Orange. Alors pour la date précise, c'est le 25 Ça sera cet été juillet. alors? Ouais, le 25 juillet. À Orange, et la carte, elle n'est pas encore faite. Ouais, donc après avoir enchaîné sur 3 week-ends consécutifs, là, ils vont prendre une pause d'1 mois et demi pour souffler un petit peu. Souffler, ouais. Une pause bien méritée. Voilà, on va pas prendre non plus en détail l'hexagone d'hier, parce que c'est vrai que les noms ne sont pas forcément encore très connus pour le moment. On va enchaîner sur l'UFC. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, exactement. Je pense que c'est le bon moment pour enchaîner sur l'UFC. Alors, donc l'UFC de cette nuit qui se tenait c'est Newark, c'est ça? En New Jersey? Louisville. C'est pas Louisville? Louisville? Attends, je sais plus. Newark, c'était quoi déjà? T'as peut-être raison, je crois. Hein. C'est peut-être Louisville. Moi, je me rappelle de la promo de l'UFC. Je sais pas si t'as vu le post où ils ont mis Jared Cannonier avec le logo du KFC derrière. Et j'ai regardé les commentaires sous cette image. J'étais mort de rire. Mais alors... Ils ont fait ça avec tous les combattants. Oui, c'était ça. C'était à Louisville. Ah, d'accord. En fait, l'arène, c'était une arène KFC. Purée, c'est énorme. C'est une arène KFC. L'arène, elle s'appelle KFC Yum Center. Excellent. Et ils avaient mis Jared Cannonier en première photo sur le slide, tu vois, et puis t'avais tout le monde qui était en train de... le gros cliché. Oui, je lui ai très bien le type d'humour qui peut découler de ça. Voilà. Mais il est horrible, l'extérieur de l'arène. Horrible. En fait, moi, je pensais que c'était un restaurant géant quand j'ai vu les trucs. Ah, c'est une arène, d'accord. KFC Yum Center. On avait une arène, je sais pas, McDonald's. Ou une arène Flunch. Le Flunch Center. Donc voilà, sur cette carte, alors on a retrouvé Taylor qui était matché contre Cody Stamann. Cody Stamann, voilà. Alors Cody Stamann, très gros lutteur américain, monstre physique aussi. Le mec n'a pas de cou. Le gars n'a pas de cou, le gars est un caillou. Et donc ça c'était sur la carte préliminaire. Et après donc pour le main event de la soirée, on avait Nassourdine Imavov qui est classé 7ème, je crois, 7ème ou 8ème de la catégorie middleweight contre Jared Cannonier qui lui est classé 4ème ou 5ème, je crois. Je ne saurais pas dire les classements. Je ne surveille pas les classements du tout. Je suis vraiment pas à jour. Moi je suis pas à jour. Si dans le chat vous savez justement le classement des combattants, je veux bien. Alors, on va commencer donc par Taylor, parce qu'il était premier à combattre. Alors, 4 et 7. Merci Gadget. Alors, ce combat de Taylor, moi, de ce que j'en ai retenu, c'était parfaitement maîtrisé. Très beau. Une défense de takedown vraiment aux petits oignons. Ça a beaucoup frustré justement Stamann. Alors, Taylor est gaucher, Stamann était droitier. Il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié de la part de Taylor, c'était cet enchaînement où il faisait jab, main arrière. Et il a envoyé genou justement du même côté, genou alors kick, du même côté que sa main arrière. Donc en fait, à chaque fois que Stamann plongeait de l'autre côté pour esquiver justement cette main arrière, il venait s'empaler sur la frappe avec la jambe de Taylor. Exactement. Et moi, je vais te faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. C'est vrai que les combats de Taylor, j'avais déjà regardé, mais à chaque fois, je regardais rapidement. Parce que c'est pas forcément des combats qui me prenaient plus que ça. Par exemple, les combats de Damien, j'aimais bien, parce qu'il boxait bien, il avait une boxe agressive. Ça va, tu regardes. Les combats de Taylor, j'étais pas forcément super fan, mais ce combat-là, ça a été une masterclass. J'ai regardé tout le combat et j'ai apprécié tout le combat. C'était une masterclass de A à Z. La boxe on point, les kicks on point, les genoux on point. Et il savait tout camoufler. La défense de lutte, nickel, même s'il y a une petite erreur dans mes souvenirs au 3e round où il s'est fait amener au sol, dans mes souvenirs. Quasiment tout a été nickel en fait. Le combat était quasiment parfait. C'était très très beau à voir. Et franchement, c'était brillant. C'était brillant. J'étais choqué de la progression de Taylor et de voir à quel point il avait step up en si peu de temps. En fait, de ce qu'on voyait, j'ai eu le même, le même avis par rapport au combat de Taylor, c'est que ces autres combats précédents, on était sur quelque chose de maîtrisé, mais pas forcément quelque chose où
on voit qu'il y a une intention de faire mal ou alors d'être agressif plus que ça, etc. Gestion totale, en fait. Voilà, gestion. Là, on sentait quand même dans les frappes une intention de faire mal, plus agressivité. C'était vraiment très... Et puis on sentait la frustration aussi de Stamann qui commençait à monter. On l'a vu de toute façon au départ du troisième round, il y a Stamann qui a rushé parce que je pense qu'il savait qu'il avait perdu les 2 premiers rounds, il fallait terminer le combat. Mais Taylor a continué du jab, des kicks, d'envoyer la sauce pour après aller arracher justement une décision unanime et 30-27, décision tout à fait logique. Masterclass de l'autre français. Et c'est marrant parce qu'il y avait un de mes amis qui m'a envoyé un message en disant: tu vois qui gagnait Taylor contre Cody? J'ai dit: Taylor il gagne. Il m'a dit: et entre Imavov et Cannonier? J'ai dit: Imavov il gagne. T'es sûr? Je sentais trop bien nos Français. Je sais pas pourquoi. Là, je sentais trop bien nos Français. Je savais que ça allait péter. Et c'est ce qui s'est passé pour les deux, puisque Nassourdine a aussi fait une masterclass. Alors juste avant, donc Taylor maintenant il est à 20 victoires et 4 défaites. C'est un palmarès vraiment qui est un petit peu trop vite, tu penses? Non, bah justement, après j'allais switcher sur Nassour, mais 20 victoires, 4 défaites. Alors, il y a cette défaite juste avant contre, c'était Basharat, c'est ça? Pour Taylor, qui vient entacher un peu son parcours, sa progression à l'UFC, mais hormis ça, je pense que Taylor a quand même un très gros avenir dans cette catégorie. Je rigole parce qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le chat, et elle dit: est-ce que vous comprenez l'anglais? Je viens juste de me casser mon épée. Est-ce que vous auriez des conseils? Est-ce que je lui réponds ou pas? Est-ce que je lui réponds ou pas? Moi, Gabriel, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui vient de casser son épée par là? Eh bien, va à l'hôpital tout de suite. Non, casser son épée. Une épée. On est d'accord de ce que c'est? Une épée. Non, mais une épée, truc, non? Nassourdine, Imavov. Alors, Nassourdine. Ensuite, voilà, on va arriver sur ce main event. Vas-y, va décrire combat, je te laisse faire. Je sais pas, j'allais te proposer de nous faire un petit débrief. Allez, c'est bon, j'avoue le crime. Je n'ai pas pu voir le combat de Nassourdine. J'ai pu voir celui de Taylor. Pourquoi? Parce qu'il était gratuit, comme c'était dans les prelims. Celui de Nassourdine est payant. Donc en fait, j'attends mercredi qu'il sera rediffusé gratuitement par l'UFC pour regarder. Oui, c'est intolérable. Surtout que RMC Sport diffuse des résumés des combats sur leur YouTube. Mais ce matin, quand j'ai regardé, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas pu le voir du coup. Donc j'ai juste vu les extraits, j'ai vu le finish de Nassourdine, j'ai vu quelques échanges, mais j'ai pas pu voir le combat dans son intégralité. Et c'est pour ça que Gabriel va nous aiguiller sur cet affrontement. Bah, moi, sur ce premier round que j'ai donné justement à Cannonier, j'ai vu un Cannonier moins attentiste, moins passif, tu vois. Qui mettait quand même plus de pression, même en boxe anglaise, il a réussi à toucher. On a vu aussi un gros low kick. Bah, après, Cannonier, il a vraiment énormément de puissance. Hein, c'est vraiment une bête de puissance. Il y a eu quelques contrôles contre la cage. Il y a eu une amenée au sol d'ailleurs. Il y a une amenée au sol qui m'a surprise quand on connaît justement la défense de takedown de Nassour. Il a fait une espèce de... Je sais pas, il était un peu en position 50-50. Un overhook, un underhook, mais il l'a jeté, il a fait une espèce de balayage. Nassour est tombé sur le côté. On voyait Cannonier qui essayait d'aller récupérer au niveau du dos. Ça a duré, allez, je dirais 15-20 secondes, mais du bon contrôle de Cannonier. Après, Nassour a réussi à se relever, mais j'avais trouvé ça fort et étonnant justement de la part de Cannonier. Alors ça, ils l'ont pas mis dans le résumé RMC Sport. Ah si, je vois, c'est bon, je le regarde. Tu vois? Alors, ok. Ah oui, c'est ça, il a fait une sorte de trip. Ouais, c'était pas mal, c'était bien fait. Ensuite, deuxième, troisième round, je crois que c'est au troisième round où la vapeur elle a commencé un peu à s'inverser, où ça allait en faveur de Nassour. Et donc on va arriver au quatrième round. On voyait des échanges en pied-point de la part des deux. Il n'y avait pas forcément d'ascendant plus que ça l'un de l'autre, jusqu'à ce que Nassour touche. Je crois que c'était avec un crochet, si je dis pas de bêtises. Un crochet droit, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais t'inquiète pas, j'ai le résumé devant moi, je vais regarder. Et c'était un joli crochet droit. C'est exactement ça. Voilà, c'était donc... il a touché sur un crochet droit. Bah, on a vu Cannonier qui a un peu fait chicken legs, voilà, qui était déstabilisé. Et alors après, s'en est suivi
un canonnier qui ne regardait plus forcément en face de Nassour, mais qui avait quand même une défense relativement cohérente, une fois que Nassour, après, allait le reboxer. Mais c'est vrai que toutes les fois où en fait, il sortait de la distance de Nassour et qu'il allait vers le grillage, il regardait plus face à Nassour. Il regardait plus. Donc... Le finish, c'était particulier, hein, parce que tu as raison sur un point, c'est que... Mais il regardait pas Nassourdine, c'est problématique, mais sa défense, elle tenait bien quand même. Hein. Oui, il avait les mains levées, il prenait pas, je veux dire, des percussions vraiment pleine balle, avec les mains qui étaient le long du corps, etc. Mais c'est vrai qu'il se faisait un peu balader, tu vois, genre, ok, c'est un gosse, tiens, je te secoue par le col, je t'envoie par là, et puis... Ses appuis, ils étaient aussi plutôt équilibrés, tu vois, il était pas non plus en train de... Il n'y avait pas les stank leg non plus, on voyait qu'il était pas bien, mais... Voilà, tu vois, c'était raisonnable, quoi, il était pas non plus en position... Il était en position critique. Mais c'était pas... Tu sentais pas que c'était mort, tu sentais qu'il en avait encore sous le coude. Et l'arbitre, bah, une fois que c'est arrêté... Alors, Jason Herzog a sauté dans le combat, justement, pour arrêter ce fight. On a vu une protestation de canonnier direct. Ce qui est normal. Pour moi, de mon avis, cet arrêt était vraiment trop prématuré. Parce que là aussi, où par exemple Canonnier pouvait être dangereux, c'était sur Nassour, sans qu'il l'a touché, il va le boxer. Canonnier, voilà, est en mode défense, et d'un coup, il va sortir un gros truc. Tu vois, comme on a déjà vu justement sur des retournements de situation, des gros comebacks. C'est des choses qui peuvent arriver. Et aussi, moi, ce qui m'embête sur les arrêts prématurés, c'est que ça enlève de la saveur de la victoire pour celui qui gagne, tu vois. Alors oui, au final, et même dans plusieurs mois, on va pas s'en rappeler, on verra juste le vert sur Tapology, mais au moment de la victoire, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est un arrêt prématuré, il pouvait encore revenir, etc. » Donc ça t'enlève un peu de... Pas Daniel. Il n'y a que la victoire qui compte. Daniel, tu peux même gagner en mettant un coup dans les parties, il va dire « C'est bon, t'es gagné, on s'en fout. » Non, mais il faut... De toute façon, que ce soit une victoire comme ça, un peu discutée ou pas, tu tapes un mec qui est top 5, même si c'est tu as deux doigts de le sécher, l'arrêt est un peu bizarre, t'en fous, mec, tu grimpes dans le classement et tout, y a pas de souci. Comme tu l'as dit, dans un mois, les gens ils vont oublier, et même avant, dans 3 jours, les gens ils auront oublié. Et surtout, au prochain combat, c'est là qu'il faudra rassurer. Hein. Si tu KO ton prochain, ils sont vraiment plus du fait que t'as pas bien fini ton dernier combat, hein, ils s'en foutent. Donc, très très bon pour Nassourdine, très très mauvais pour Canonnier du coup, mais... Bon, tant pis. Et puis... Là, on avait un canonnier en forme, tu vois, je veux dire, on arrive sur un canonnier quand même qui a 40 ans, tu vois, on peut dire des mecs, ouais, mais ils sont en fin de carrière, ils ont l'âge, machin. Non, canonnier, pour moi, il n'y a pas eu de baisse, le mec est toujours ultra solide, donc Nassour a performé contre un canonnier, je dirais, des grands jours, parce que je l'ai même trouvé plus dur, plus agressif que ses précédents combats, tu vois. Non. Ouais, parce qu'il est très très durable, il tape fort, il a du cardio, bref, il a vraiment tout. Hein. Il a toutes les qualités, il est physique. Je sais pas si tu le comparais, mais moi je trouve que physiquement, comparé à Nassourdine, il est impressionnant aussi, Jared. Il a vraiment toutes les qualités, il est encore au top de sa forme. Tu vois, ça m'a impressionné par contre, parce que Nassour, dans l'octogone, pour moi, il paraissait plus gros que Canonnier. Ouais, il est pas ridicule. Hein. Il est pas ridicule en fait. Hein. Il cut pas énormément, mais il est pas ridicule. Hein. Et oui, j'ai compris pour le message, c'est écrit Broken Sword et pas Broken Sword. Je pensais qu'il avait fait une faute de frappe. Pas pareil. J'ai compris du coup. Tu fais des transitions, je comprends plus rien, gros. Non, mais parce que j'aime pas avoir tort. J'aime pas avoir tort. Mais j'assume quand j'ai tort. Normal. Alors, Metabox, non, je ne suis pas japonais. Je suis franco-viet. Et français surtout. Français. Avec des origines vietnamiennes. Exactement. Voilà. Moi, je suis pas franco-polonais, hein, comme toi. Hein. Jesus Christ! Attends, je suis en train de regarder. Pas sûr que Canonnier soit cramé, sonné certes, mais je pense qu'il en avait sous le coude. Oui, il en avait sous le coude. Ouais, il en avait sous le coude. Après, en toute honnêteté, vous regardez si vous voulez le résumé de RMC Sport, la vidéo, vous regardez au moment où l'arbitre a séparé. Mais Herzog, il lui dit tu regardes pas en fait. Exactement, au moment où il dit tu regardes pas, surtout tu vois Canonnier il est posé sur la cage. Et il y a la poids de cage qui s'ouvre. La cage s'ouvre, tu vois qu'il est pas du tout stable. Il est à 2 doigts de tomber, et c'est Herzog qui l'a retenu. Tu sens que son équilibre est parvenu à 100% à Canonnier. Donc il a dû être vraiment bien touché quand même. Alors soit on a eu un arrêt prématuré, soit on a vraiment eu un arrêt magistral en fait, où vraiment il a senti le truc. Herzog, puisqu'il faut préciser, hein, Herzog il fait jamais d'erreur. Hein. Moi j'ai jamais vu Jason faire une seule erreur en arbitrage. Jason Herzog. Non, c'est un mec qui est, je veux dire, clean sur ses arbitrages, toujours juste.
Bah Donc, d'ailleurs, on a pu voir quand même qu'il était assez dur, voilà, par rapport à l'avertissement qu'il a mis à Nassour dès le début du combat. Ah bah non, t'as pas vu. En fait, tu sais, Nassour, il y a déjà eu des problèmes de hypoc, tu vois. Et dès le début du fight, il l'a prévenu, il lui a dit, écoute, si tu gardes tes mains comme ça, en gros, il n'y a pas d'avertissement, je t'envoie un point direct si tu le hypoc canonnier, tu vois. Donc Herzog très, très carré dans carré, ses pour moi, choix. il est carré Ouais. comme arbitre. Il n'y a pas de problème. Euh, Il y a Metabox qui demande si tu es dans la même catégorie que Nas, est-ce que tu as déjà sparé avec Nassour? Oui, je suis dans la même catégorie que Nas. Oui, j'ai sparé avec lui. Et oui, j'ai mal à la tête après. Dites-moi, je parlais tout à l'heure du club de boxe de Hénin Beaumont, de toute ma carrière. Donc, je fais du MMA aujourd'hui depuis, je crois, 7 ans. J'ai tellement une mauvaise mémoire là-dessus. 7 ans ou 8 ans. Le plus dur sparring que j'avais fait en anglaise, enfin en général, où j'ai pris le plus cher, c'était à Hénin Beaumont. Et je dirais que le deuxième, c'est avec Nassourdine. Ce qui m'a mis. Ouah, c'était chaud. C'était chaud. En fait, tant que j'avais du cardio, ça allait. Genre, je sentais, ça allait. Et en fait, il a vraiment un pressing de malade. Il a vraiment un énorme volume, il a beaucoup de frappes, beaucoup de volume de frappes, beaucoup de diversité dans ses frappes. Et en fait, si tu arrives pour t'entraîner avec Nassourdine, que t'es pas préparé, que toi t'es pas en fight camp, que t'as pas une bonne condition, tu vas te faire défoncer. Ah, tu vas te faire défoncer. Si tu fais des rounds de MMA, des rounds de boxe, tu vas te faire défoncer. C'est sûr à 100%. Moi, j'y suis allé quand j'étais vraiment pas en forme. Je me suis fait éclater. Genre, à chaque fois, je tenais 1 minute 30 dans le round, c'est bien. Puis pendant 1 minute 30, je fais des sacs. Vraiment, c'était compliqué. Hein. Très, très compliqué. Hénin Beaumont, c'est avec Bouafia, demande Squeezie. Non, toute la famille Boafia, ils sont au niveau de Roubaix, Tourcoing, M, tout ça. Et Nabeaumont, c'est un peu différent, c'est un petit peu plus à l'ouest du nord. C'est vraiment dans le fin fond du nord. Non, un petit peu au sud de l'île, pardon. Au sud-ouest. Alors après ce combat, bah, ça place Nassour. Alors il y aura les rankings qui vont sortir le mardi, comme d'habitude pour l'UFC, mais Nassour va rentrer dans le top 5 en fait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc dans le top 5, nous avons alors Dricus qui est champion, on a Israel Adesanya, on a Strickland, on a Whittaker, il est dans le top 5 ou pas? Bouge pas, donne-moi une seconde. Je te donne une seconde. Ouais, il est troisième. On a Strickland, alors on a Duplessis, Strickland, Adesanya, Whittaker et Cannonier et Vettori. Donc, en toute logique, on aurait certainement un Nassourdine qui arriverait quatrième et un Vettori qui arriverait cinquième aussi, qui resterait cinquième. Donc en match-up potentiel, qu'est-ce qu'on a? Vettori. Je suis pas sûr que ce... Bon, après, Vettori, je crois qu'il était matché, mais ça s'est pas fait. Je sais plus s'il avait une blessure ou un truc comme ça, Moi, mais je ça fait vois longtemps quand même bien qu'il a... Vettori. Moi, Ça je fait vois longtemps bien- qu'il a pas combattu. Ouais, Pour y avoir un bien rematch Vettori. contre Strickland. Je vois vraiment un Vettori, un combat. Toi, t'as des infos qu'on n'a pas ou... Non, mais je vois bien arriver un combat Nassourdine Vettori. Parce qu'en fait, regarde, Whittaker, il doit combattre contre Ramzat. Ouais. Donc, c'est dead. Adesanya. Contre Duplessis. Ouais, puis. Ah, c'est vrai? Ouais. D'accord. Adesanya contre Duplessis. Il nous reste que Strickland ou Vettori. Bah moi, je verrai une revanche contre Strickland. Hein. Je pense que Nassour, il va faire campagne pour avoir Strickland. Il avait parlé, je crois même à l'UFC Paris, un truc comme ça. Hein. Moi, je ne pense pas. Ah oui, mais c'est vrai, Strickland avait dit je ne veux pas venir à Paris parce que c'est le zoo chez vous, etc. Franchement, là, tu dis il y a peut-être un souci. Parce que qu'en Amérique. Oh. Attendez, nous avons perdu. Où est passé le bro? Tu es là? Broken Mathieu. Non, désolé, une petite coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Je disais, si un Américain. Il vient d'un pays, d'un État quand même où les armes sont en vente libre, quoi. Tu vois, si un mec comme ça nous dit qu'il y a un problème à Paris, c'est peut-être pas bon signe pour nous. C'est vraiment pas bon signe pour nous. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que tu vois, t'as un anglophone avec Sins qui dit ça. T'as aussi un anglais avec. Comment il s'appelle? Paddy Les Pimblett, Pimblet, ouais, quand il y avait eu agression avec les hooligans, etc. qui Machin. avait dit justement que la fois où il s'était senti le plus en danger, c'était justement en France, alors qu'il a fait plein de pays différents, à Paris, tu vois. Enfin, exactement en Seine-Saint-Denis. Tu vois, c'est. Ça commence à être compliqué la France. Hein. Mais non, il n'y a pas d'insécurité. Et franchement, ça, j'ai eu le gros contraste quand j'étais au Japon. Franchement, au Japon, c'est le pays où tu te sentiras le plus en sécurité du monde. Tu te rends compte quand tu sors, quand tu pars.
Et quand je suis revenu là, quand je suis revenu à la gare Paris, Tours, etc., je me suis dit ça y est, je vais me cartonner avec des gens parce que c'est pas bon, tu vois. En fait, c'est un truc de dingue. Tu normalises un peu le truc. Moi, j'habite en banlieue depuis perpète, donc je normalise le truc. Par contre, dès que je vais dans un pays où c'est rien que la Bulgarie, et tu te fais en fait, mais attends, en fait, on est des animaux en fait, nous à Paris, quoi. C'est un truc de fou, hein. Ouais, et pour le coup, ouais, Paddy, Sean, plein d'autres mecs qui disent ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vois plusieurs fois la question concernant Benoît et Daniel, mais je pense que comme on connaît les gens, on va peut-être nous éviter de se prononcer dessus. C'est pas du tout à nous de nous justifier. Daniel, il s'est exprimé sur la vidéo de Gong Yonogi, si vous voulez aller voir, où il a où il donne sa version. Benoît s'était plus ou moins exprimé sur les réseaux. Il a pas donné de version, mais il a exprimé le fait que c'était cassé. Donc voilà, attendez que chacun donne sa version. Vous pouvez regarder ce qu'ils en disent. C'est pas à nous qui sommes dans l'entourage de parler pour eux. Donc si vous voulez des informations, allez à la source. Pour Daniel, ce sera sur Gongi Onogi. Et si Benoît s'exprime un jour, ce sera sur un réseau de Benoît ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors voilà pour cette UFC, Louisville. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dessus ou pas? Non, mis à part que nos Français ont bien géré. Voilà. Alors, avant d'enchaîner sur la dernière news avec Saladin au KSW, on va faire juste un tout petit saut du côté du Japon. Donc pour parler du Rising. Alors, je refais la petite promotion justement par rapport à ça. Mais c'est pas cool ce que tu fais, mec. Hein. Je te jure. Hein. Non, mais c'est pas cool. Hein. C'est pas cool. Pourquoi tu as un accent comme ça là, un peu... J'ai pas fait d'accent. C'est douteux ça. C'est l'accent. Hein. Ouais, je suis pas sûr moi. Alors bon, comme vous avez peut-être pu le voir, j'étais parti à la Japan Top Team pendant 3 semaines, donc aux côtés du coach français et mon ami Eli Kerich. Alors, sur la chaîne de Karate Bushido Plus, il y a donc un gym tour. On a fait un gym tour de la Japan Top Team. Et là-bas, il y a notamment un des plus gros fighters japonais du moment, même deux, parce que c'est des frangins, il y a Kai Asakura et Mikuru Asakura. Alors Kai Asakura, c'est le champion actuel du Rising, qui a mis sa ceinture vacante, parce qu'il va signer à l'UFC dans la catégorie des 57 kilos. Kai, c'est un mec... Gros... Beau, le mec nous parle du YFC, que je respecte, hein, mais tu sais que hors France, il y a des choses aussi balèzes. Hein. J'arrête. Cite-moi une orga qui remplit un stade de 50 000 personnes hormis le KSW. Le Rising le fait. Ah ouais, mais non, je veux dire KSW. Voilà. Ah, ils ont rempli 50 000 personnes. Bah oui, Saitama Super Arena, etc. Oh, là, les gens que je te parle, là, Kai et Mikuru, c'est vraiment des putains de méga stars au Japon, les mecs. Il y a un potentiel de malade, en fait, au Japon. Exactement. C'est au Japon aussi. Et donc Kai va intégrer le roster des 57 kilos. Et je pense que c'est très potentiellement un des premiers combattants japonais qui pourrait décrocher une ceinture à l'UFC. Donc je vous invite fortement à aller voir... sa progression à l'UFC. Normalement, il va combattre avant la fin de l'année. Je crois. Alors, le palmarès de Kai, ça doit être 21-4 ou un truc comme ça. Combien de KO? Je crois qu'il a au moins 13 KO. C'est ça. C'est ça? Je sais pas. Attends, je regarde. Comment il s'appelle? Kai, K-A-I, ouais. Asakura. Asakura. Ouais. 21-4 et il est sur 13 KO. Ok, voilà, c'est ça. Donc un très gros profil et un très gros prospect pour la catégorie justement des 57. Il évolue à 61 kg et donc il va combattre à 57 kg. Et aussi le Rising, parce que donc il y a eu un Rising ce week-end, ils ont fait une annonce, comme ils avaient fait avec Tenshin Nasukawa contre Floyd Mayweather. Là ils ont ramené Manny Pacquiao. Manny Pacquiao qui va recombattre, alors je sais pas si c'est un combat en pied-point, je sais pas si c'est un combat en boxe anglaise, contre le champion actuel du Rising qui s'appelle Shiro Suzuki, qui lui est un gros striker. Il a aussi une autre ceinture d'une autre orga de kickboxing japonaise. Mais voilà, ils vont faire remonter Pacquiao sur le ring du Rising. Je sais pas quelle est cette idée. Je sais que Pacquiao avait déjà fait une apparition justement au Rising pour en parler, mais je pensais pas que ça allait se concrétiser. Parce que là, Pacquiao, il doit avoir quoi, 43 ans, je crois, un truc comme ça. Et puis il avait pris sa retraite en plus. Pour moi, il est homme politique maintenant, il est plus...
Il est plus combattant, il a 45 ans. 45 ans? Mm. C'est chaud. Hein. Ils aiment bien, hein. Ils aiment bien mettre leur cerveau en danger, les boxeurs, à revenir bien vieux pour reprendre un billet. Je sais pas pourquoi ils font tout ça. Après, j'imagine que c'est aussi le manque du sport en général, l'attrait de l'argent, l'attrait de la fame. T'as envie de retrouver ces sensations, mais bon, je peux comprendre. Ça doit être compliqué justement de vieillir et se dire je pourrais plus faire ce que j'ai toujours aimé et plus être reconnu pour ce que je sais faire le mieux. Donc je peux comprendre cette volonté de revenir, mais bon, voilà, après faut être sage, hein. Et oui, par contre, oui, X-Street, Pacquiao, il est super riche. Bah ouais, c'est un homme politique, il est riche. Mais bon, après, il est peut-être pas encore assez riche, tu vois, je sais pas. Bah, il est multimillionnaire. Enfin, et puis j'ai pas eu Il est d'infos milliardaire, hein. comme quoi il avait fait banqueroute ou tu sais, genre Peut-être comme qu'il va être Tyson, tu vois, milliardaire. il avait tout. Peut-être qu'il va être milliardaire, hein. Tu sais, si on te dit, écoute, là, tu fais un combat à l'arrache, tu gagnes 20% de ta fortune en l'espace de un mois. Ouais, bah ok, je prends, hein. Perte, victoire ou défaite, peut-être qu'il prend, je sais pas. On connaît pas les circonstances de la chose, hein. Euh, Alors, je regarde. Les Japonais, je connais personne, faut que je me renseigne. Comme Vraiment, tout le monde. Non, mais faut être honnête. Il y a combien de Japonais Mais à alors, l'UFC? il faut que je te dise. Alors, il y a même un très gros prospect qui s'appelle Tatsuro Taira Ah, je qui est connais. rentré. Tu mens. Je mens. Voilà, tu mens. Le problème, c'est que toi, t'as pas grandi par exemple avec la scène de MMA japonaise, tout ce qui est Pride, tout ce qui est K1 Heroes, Si. K1, Bah, etc. si. Si, c'est juste que c'était une autre Arrête de époque. mentir. Non, mais c'est fini. C'est juste que pour moi, c'est une Mais période non, qui est finie. c'est pas fini justement. Ah bon, après, ça s'est cassé un peu la gueule avec le rachat de l'UFC et tout ça. Mais là, la scène du MMA japonaise, après, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de diffuseurs. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas que tout le monde n'aime pas. Non, Ou c'est tu parce ne que moi, connais pas. c'est pas moi qui aime pas. Moi, je suis friand de tous les. Peu importe le niveau, peu importe l'endroit, je suis friand de MMA en général. Mais c'est juste que c'est un. C'est pas. Sur Je rien, sais pas. on parle de l'Hexagone MMA, mais est-ce que l'Hexagone MMA en dehors de la France c'est connu? Ah Pas non! du tout. Non, mais c'est parce que Absolument pas, tu c'est vois. local, c'est pour ça, c'est local, ça nous concerne. Les Japonais, ça nous concerne moyennement. On n'a pas Mais beaucoup de c'est Français ultra qui font. intéressant. On n'a C'est pas beaucoup de ultra Français. intéressant. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Moi, je dis pas le contraire, c'est juste que. La scène du MMA japonaise, même avec leurs règles spécifiques, tu vois, les soccer Ah, mais kicks, les moi, j'adore. Ah, penalties, moi, j'adore. etc. J'adore. C'est incroyable. Donc, moi, franchement, là d'ailleurs, j'ai assisté au Japon à deux événements un peu de. Comment dire, qui font partie de l'histoire du MMA japonais, à savoir le Deep et le Shuto. Mhm. J'ai kiffé l'atmosphère, j'ai kiffé les combats, tout ça. Enfin, c'est des orgas qui sont là depuis plus de 20 ans. Et ouais, c'était un très 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 gros kiff. Hmm. C'est à l'autre bout de la Et en planète. plus, on va bientôt devant là-bas. Exactement, en septembre. Enfin, je retourne là-bas en août du coup, mais je me taperai là-bas en septembre. On va boycotter les Dana White Contenders Series. Chut, Mathieu. Non mais Mathieu regarde même pas le combat d'Imavov, alors le Japon. Il a tout résumé. Il a tout résumé. Il y a Takeru aussi, mais il s'est fait démolir par Superlek. Ah ouais, ça avait été un fight de fou furieux ça, Owen. Tu l'avais vu ce combat quand même? Takeru contre Superlek. Non. À la base, Takeru il devait prendre Rotang. Non, Tu l'as pas vu? j'ai pas vu ce combat. Un des meilleurs combats de kick de ces dernières années, hein. Vraiment. Et il faudra que je regarde ça. Et bah, tu sais quoi? Hop là, je clique là et je mets à regarder plus tard. Hop là. Et d'ailleurs, il y a à la salle, il y a Tenshin Nasukawa qui est passé. Oh, Ouais. là, je Et connais. il est tout petit. Et on dirait Ouais. vraiment un gosse. On dirait vraiment un gosse. Franchement, c'est une machine, le mec, hein. C'est une machine fou furieux, ouais. Mais vraiment, c'est trop bizarre, tu sais, parce que tu le vois les paires de fou furieux qu'il a fait sur le ring, et là tu le vois, tu dis, mais t'es un gosse, t'es un ado, tu vois, c'est trop bizarre. T'es nul en fait. Non, non, non. Il fait très très mal, hein. T'aurais dû C'est lui une dire. Ah, mitraillette, t'as hein. boxé avec lui? T'as boxé avec lui? Non, non, non. Ellie lui a fait des sessions aux pattes, mais ça balance vraiment très très fort. Alors, je regarde. Donc voilà pour concernant le Ryzen. Moi, écoutez, alors attends, si on parle du One 167, ça va faire chier aussi les taux.
Je sais même pas qui a combattu. Je crois qu'il y a eu un combat de grappling entre Mikey Musumeci et Gabriel Souza. C'est tout ce que j'ai vu. Mais sinon... Alors le One, c'est pas pareil. Le One, c'est pas japonais. Hein. Oui, mais t'as quand même un bon roster de japonais de combattants japonais. J'ai cru que t'allais dire une belle bêtise. Il y a des événements aussi au Japon, du One. Non, après là, attention, on parle du Tawanshai, on parle de Rotang, de Mikey Mizushini, des frères Ruitolo, de City Shai. Il y avait aussi une Française qui combattait au One en plus, hier. Eh ouais, mec, tu savais pas, hein? Anissa Mexen? Non, Non? non. Pas très connue du grand public. En kick ou en MMA? En MMA. Et il me semble qu'elle va peut-être devoir bientôt se taper avec Stamp, mais je suis pas sûr. Confirmé. C'est pas une métisse asiate? Exactement, c'est Noël. Noël Grandjean. C'est ça. Lil Monkey. Qui s'entraînait à l'époque en Suisse. Je l'avais rencontrée en Suisse, on a discuté un petit peu. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est en Thaïlande tout le temps. Et elle s'entraîne là-bas. Elle combat au One. Ah mais attends, d'ailleurs, il y avait pas un des frères Ruotolo qui faisait ses débuts en MMA hier? Alors, Ou c'est pour plus tard? regarde. Blade Cooper contre Cade Ruitolo. Je sais pas si c'était en grappling ou quoi. Il Il me l'a semble étranglé, que... donc je sais pas. Mais... Il me semble que... Si, Pro American, c'est ça. Apparemment, il a 1-0. Ok. Cade, il a 1-0. Donc voilà. Je pense que Cade, il a étranglé le mec assez rapidement. Oh, bah, je savais pas qu'il était parti en MMA. De toute façon, je pense que lui, il va faire que du grappling en fait, hein, s'il fait du MMA. Hein. En fait, dans les combats de MMA, il va arriver à faire que du grapp. Il va sauter sur le mec. Bah, de toute façon, c'est un des meilleurs grappleurs du monde, donc je Ah, vois pas aller voilà. s'essayer à boxer. Et on sait pas, hein. On sait pas, hein. Moi, j'ai pour mission de te faire aimer le MMA japonais. Ce sera ma mission. Bah, tu vas m'emmener au Japon et on verra. Je vais te faire regarder des gros fights, je vais te faire regarder les ambiances. Parce que quand tu vois des Tokyo Dome, des Saitama Super Arena remplis de 50 000 personnes, des walkouts de folie, des KO de folie, même l'ambiance justement du MMA japonais, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, je demande à voir, hein. Et ben, je vais te montrer ça. Est-ce qu'ils font comme en France en criant. Qu'est-ce qu'il dit déjà d'ailleurs? Nique lui sa mère. Nique lui sa mère. Oh. Non, il y a un respect de dingue Le justement. C'est que tu vois, c'est silencieux. Dès qu'il y a une belle action, tout le monde applaudit. C'est Après, une autre ambiance. Des gens civilisés, c'est des humains, c'est pas des animaux quoi. Nous on est des animaux, hein. Faut vraiment. Exactement. Je te propose qu'on conclue sur un petit question-réponse et ensuite bah, il va être temps déjà de nous quitter, hein. Ouais. Eh bien écoutez, on vous laisse allez, 5-10 minutes si vous avez donc des questions à nous poser et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc c'est parti. Et c'est parti. Alors attends, d'ailleurs il y avait Rosa Junior sur la carte de l'UFC qui faisait que de grappler, mais là il a fait un bon combat. Rosa Junior, celui qui est le plus beau chin, le plus beau menton du monde. On a eu la même idée directement. Alors Mathieu, ça a donné quoi tes sparring en Hollande avec Rainer de Ryder, l'ancien champion du One, pour une indication du niveau du One? Très très haut niveau. Très haut niveau. T'as sparé en quoi avec lui? On a fait MMA lutte, que de la lutte et du sol. Ok. Donc sa spécialité, Ouais. très haut niveau. Il a vraiment une lutte qui est très atypique en fait. Il a une lutte qui est complètement adaptée au MMA, qui est pas du tout énergivore, qui est très efficace, très haut niveau de grappling et de sol au général. C'est certainement un des meilleurs au monde en grappling et en sol. Ah, en 84. Qu'est-ce que t'as senti de plus? Est-ce que c'était la pression? Est-ce que c'était les contrôles? Est-ce que c'était... Alors, les contrôles au sol, en fait, tu sens que toutes ces positions, elles sont ultra stables. C'est très dur de le déplacer. J'ai fait ma spéciale, donc ça a marché. Mais c'est très dur de le déplacer. Et tu sens que tout est maîtrisé. Il se met en position favorable pour frapper ou pour les soumettre plus? Contrôle. Que du contrôle. Il frappe pas beaucoup, il met que du contrôle. Il te casse les couilles un petit peu. Et ensuite, il t'étrangle dès que tu bouges un peu trop. Donc, alors, j'ai pas été étranglé. Par contre, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a mis un twister. En fait, justement, au début, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec de ce niveau, je me suis dit, bon, je vais la faire en vitesse, comme ça, il va pas pouvoir me suivre dans mes mouvements et tout ça. Et en fait, en voulant aller trop vite, je me suis précipité
dans une mauvaise position. Et lui, je pense que c'est sa spéciale. Il est tellement habitué d'avoir ça. Des mecs qui se précipitent, on va dire, dans les positions un peu de rush. Il te laisse pas du tout de. Si tu fais une mini-erreur, il va t'avoir. En fait, il faut vraiment prendre ton temps avec lui. Il y a les petits par petits. Et une fois que tu sens que c'est bon, tu sors. Tu peux pas faire d'explosivité. Sinon, il va te cramer ou il va te choper sur un truc assez dangereux. Donc, très très bonne expérience, très très bon niveau. Et comme Damien le dit dans le chat, là, beaucoup de crochetage, c'est ça. En fait, c'est un mec qui vient du judo. Et tu sens qu'il a les bons appuis du judo. Que ce soit au sol ou debout. Il est plus dangereux avec ses crochetages de judo qu'avec sa vraie lutte. Alors Sweezy pour KSW, je pense qu'on se fera une bonne partie dimanche prochain pour en parler. On pourra bien s'étaler sur le sujet avec toutes les informations nécessaires. Alors JJ Tong, à quand le combat au Japon, Gabriel? En septembre au Deep. D'ailleurs j'étais tout content d'avoir déjà pu voir un événement du Deep et d'avoir été invité dans les bureaux avec la présidente du DIP, etc., de pouvoir discuter justement, et d'avoir ma paire de gants, d'ailleurs je sais pas où est-ce que je les ai mis, du DIP, les gants de combat. J'étais très très content. Il sera diffusé ton combat, on le regarde comment? Alors je sais que le DIP a une chaîne YouTube, je crois qu'ils retransmettent les combats en direct, ou du moins, de toute façon après il y a une rediffusion quelques jours plus tard, mais sinon il me semble que c'est ça. Alors, intéressant Mathieu, tu as vu ses combats contre Manikin. J'ai vu les combats contre Manikin. Il faut savoir que Malikin c'était dans la catégorie au-dessus, et surtout Malikin en fait c'est le pire match-up possible pour Reiner, dans le sens où il est tout petit, il est très trapu, il est énorme, sauce russe quoi, à la sauce russe, il est super physique. Qu'est-ce que tu entends par là? Cardio, j'ai rien dit du tout, cardio de monstre et énorme patate, c'est vraiment l'anti-jeu de Reiner, et c'est vraiment pas un bon combat pour lui, donc ouais, ses seules défaites c'est contre le même mec, il a perdu 2 fois contre lui, et qu'il a un petit peu exposé, mais bon voilà, c'est un profil vraiment particulier. Si vous connaissez pas Anatoly Manikin, je vous conseille d'aller checker un petit peu son profil, vous verrez que c'est pas un humain normal, hein. Vraiment pas. Samos, combien de combats prévus pour toi au Dana White Contender Series? Alors, au Dana White Contender Series, en fait, c'est un one-shot. Il faut savoir ça, les gens, c'est que c'est genre... c'est une opportunité où tu as besoin de briller à 100%, quoi. C'est pas, tu as signé un contrat de 3-4 combats au Dana White Contender Series. C'est vraiment ton one-shot pour rentrer à l'UFC. C'est ça. Il n'y a pas de... T'enchaînes pas plusieurs combats. Non. Un avis sur la disparition de Conor. Ça a été un bordel et c'est toujours un bordel monstrueux. Il n'y a pas de communication, il y a eu un truc public, une conférence publique, normalement à Dublin, qui devait se faire entre Conor et Chandler, qui a été annulé comme ça au dernier moment. Il n'y a pas eu plus d'explications que ça. Il y a des rumeurs comme quoi il y a peut-être une blessure de Conor, que le combat est quand même maintenu, etc. Mais c'est le bouillon. Apparemment même le pay-per-view a disparu, tu peux plus l'acheter. Ouais. Très mauvais signe là. c'est pas bon du tout. Non. Mathieu fait all-in et ça va passer. Les gars, ça vous dit? De tout le combat, je mets une seule patate. J'envoie toute ma force de ma gauche dessus. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, après je me couche. C'est ça? Ça vous dit, on fait ça? C'est qui le combattant qui s'est battu dans la rue récemment? Alors, je veux bien que tu me dises, que tu me parles un petit peu plus de cette actualité. J'ai pas eu d'écho sur ce truc. Ouais, moi non plus. Non, j'ai eu 0 écho, donc je ne sais pas. L'avis sur la blessure de John Jones. John Jones, il s'était arraché le pec. Il s'était arraché le pec sur une séquence de lutte. Pas l'épaule? Non, il s'était arraché le pec. D'accord. Je pense que c'était le... Comme Mehdi, comme MBH, il s'était arraché le pec. Donc, pour revenir après une blessure comme ça, au minimum 8-9 mois, au minimum. C'est une blessure qui reste quand même assez sérieuse, on va dire. C'est horrible. D'ailleurs, Mehdi qui a subi la même blessure. Mehdi de l'équipe de... Qu'est-ce que je viens de dire? Tu m'écoutes pas? Oh, le mec ne m'écoute pas. Vas-y, j'en ai marre de... Vas-y, je me casse. Je suis désolé. C'est la reprise des lives. Je suis désolé. Mathieu, penses-tu que Malikin pourrait gagner une ceinture à l'UFC en 93 ou lourd? Oui.
Oui, oui, oui. En 93, c'est sûr. En lourd, je sais pas, peut-être un peu léger, mais en 93, ouais, ouais, ouais. Je suis sûr. Est-ce que tu sais pourquoi j'écoutais pas? Vas-y. Du coup, pour essayer de trouver l'actu, j'avais tapé MMA, combattant MMA bagarre et je suis tombé du coup sur une vidéo de bagarre qui est il y a pas longtemps. Et du coup, j'ai regardé et j'étais en train de regarder la bagarre comme ça. Le mec, il met une patate à un combattant après son combat. Après, il met un coup de pied dans la fesse d'une ringer là. Et après, il se fait sécher par 10 mecs. Bref, je suis parti trop loin. Ah, mais c'est pas Mathieu, en Russie ou un truc comme alors ça? c'est un combattant iranien. Mathieu, penses-tu que Gab brille plus qu'une statue au musée Grévin? Gabriel, j'ai une question. Est-ce que tu mets de la crème sur ton visage? Ouais. Bah voilà, terminé. T'as le visage crémeux en fait. Plus il fait chaud, tu sais, il y a les spots, il y a la chaleur du PC, de l'écran. Non, moi je brille pas. Ah si, moi je brille, mais juste ce qu'il faut, tu vois. On voit que je suis pas crémeux. T'es au courant qu'il y a des différences de type de peau. C'est raciste ce que tu me dis. T'es au courant qu'il y a des peaux différentes. T'es au courant qu'il y a des gens qui ont d'autres types de MMA. Il n'y a pas que Mathieu Leto du côté. Ouais. Alors, je suis pas tout rouge. Je ne suis pas tout rouge. Les gens disent que je suis tout rouge, mais je peux vite T'as du redevenir rouge à normal. lèvres, mec. T'as vu tes Non, c'est regarde. quoi ces lèvres là? Regarde, regarde. C'est bon, je suis plus rouge. Ouais, ok. Ah, je suis plus rouge. Regarde, je me mets normal. Voilà, je suis moins rouge. Hop là. C'est bon, je suis plus rouge. Merci JJ Tong. Merci de compatir. Alors courage pour vos combats les amis. Top respect. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Leto, un coup de soleil, c'est possible. C'est possible. Il m'est arrivé un truc qui aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, je vais aller marcher. Je vais marcher. En fait, j'ai pas pris de GPS. Et je marche et tout pendant genre 2 heures. Et après, je dis, bon, je rentre chez moi. Et je regarde sur mon GPS. En fait, je m'étais éloigné de chez moi. J'étais pas encore marché 1 heure et demie pour rentrer. Donc j'ai marché 3 heures et demie, je pense, ou 4 heures sous le soleil, en fait. Et comme moi, je mets pas de crème et tout ça, bah. Je suis peut-être un petit peu rouge, en fait. Vous avez raison. Ouais, le Brésil, ça va être chaud. Hein. Ah, le Brésil, ça va être compliqué. Hein. Peut-être m'acheter un truc pour cacher mon visage, tu penses quoi? Bon allez, encore 1 ou 2 minutes et après on va tous aller graille et se reposer. Alors, c'est quoi ça? Sans vouloir forcer, vous avez parlé de la séparation entre Benoît et Daniel. Donc encore une fois, je te laisse dire Mathieu. Il y a Daniel qui a publié son avis sur la chaîne de Gong Giornogi, Benoît qui avait fait l'annonce sur Instagram qui va peut-être s'exprimer en public aussi, et chacun dans sa version des faits, et c'est à eux de donner leur version. Parce qu'en fait, les deux ont des arguments, les deux ont raison sur certains points, ont peut-être tort sur certains points. Donc c'est pas ni Gabriel ni à moi de dévoiler tout ça, c'est plutôt à eux de le faire, et ensuite c'est le public qui se fera une idée. Mais c'est certainement pas à nous de dévoiler publiquement. Et après, ce qu'on en pense, bah forcément, c'est que c'est malheureux. Puisque forcément, Benoît, il a fait partie de l'équipe depuis mes débuts. Moi, j'étais là quasiment aussi au début de Benoît. Il avait que même un combat quand je l'ai rencontré. Donc, on a fait tout notre parcours ensemble. Donc, c'est très frustrant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a été mis chacun sur un chemin différent. Et dans tous les cas, je sais que le meilleur, moi, en tout cas, ça reste un ami. Maintenant, bien sûr, pour les camps, je pense pas que je vais aller avec lui, parce que je suis trop lourd maintenant. On tourne plus ensemble. Je suis trop lourd alors que Benoît, il combat en 70, moi en 84. On a quand même 3 catégories d'écart. Donc il n'a pas forcément besoin de moi sur les camps, mais bon, en tant qu'ami, moi je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Puisque voilà, pour le MMA, malheureusement, ça se sépare ici, quoi. C'est malheureux, mais c'est la vie. Daniel il Ouais. est adulte, Benoît aussi, donc c'est leur choix. Bien écoute, sur ces belles paroles, Ces paroles bien sages. voilà, je vous propose qu'on se quitte. Et on se retrouve dimanche prochain. On aura des aventures à vous raconter de la semaine qui arrive. Regarde comment je suis rouge. Est-ce que je suis rouge? Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, franchement? Franchement. Non, là j'ai un coup de soleil, là. Là c'est vrai, j'ai un coup de soleil, là. C'est bon, j'arrête. Oh purée, je suis fatigué. Hein.
Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi me dire non plus. Donc bon. Comme on sait plus quoi dire, il est peut-être temps de... Il est peut-être temps qu'on vous laisse tranquillement. On vous laisse tranquille. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne de Karaté Bushido Plus et à vous abonner, la chaîne de Karaté aussi Bushido officielle. Il y aura... On va essayer de faire des news cette semaine parce qu'on va bouger un petit peu. Il y a des news à faire. Il y a des news à faire. Hein. Ouais. C'est on a parlé de travail. Sinon, dimanche prochain à 19h. Ça y est, on est de retour normalement. Il n'y aura plus de coupure avant le départ au Brésil qui aura lieu en juillet. Donc voilà, vous nous avez pendant un petit mois. Profitez. Et on se revoit à la semaine prochaine. T'as vu, j'ai dit à la même temps, on se revoit la semaine prochaine et à la semaine prochaine. J'ai mixé les deux trucs. Non, je suis juste fatigué. Allez, ciao les gars. Os. Os.